from this high. Yo les amis, j'espère que vous allez bien pour un nouveau live les amis, ce soir pour une toute nouvelle preview avec cette fois-ci on va parler non pas de Formule 1, la Formule 1 qui était dans la grande actualité aujourd'hui puisqu'on avait parlé justement de Drive to Survive qui est la saison 3 qui est sortie aujourd'hui. Autant vous dire les amis, je vous préviens, Drive to Survive, on en parlera demain en live à partir de 15h sur la chaîne. Je pense que je vais peut-être décaler, je change un petit peu le programme d'ailleurs pour la suite de ce week-end, tiens les amis. Mais ce soir effectivement, on parle de F2, bien sûr la F2 qui, il n'y a pas seulement la F1 qui revient le week-end prochain, pas ce week-end là, mais l'autre du côté de Bahreïn, il y a bien sûr la F2 aussi, et pour en parler ce soir bien sûr, qui d'autre que justement celui qui s'en occupe du côté de chez Auto Hebdo, c'est Jérémy Satis, justement, Jérémy Satis, c'est sur Instagram, parfois je confonds un petit peu. Comment tu vas? Bah, ça va très bien, merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour l'invitation Alex, ça fait plaisir. C'est la première fois que tu fais un live d'une quelconque façon sur Twitch? Ouais, carrément. Bon, t'inquiète pas, c'est très chill. Entre de bonnes mains, j'espère. Voilà, entre de bonnes mains, bien sûr. Jérémy, on s'est rencontrés la première fois d'ailleurs, il y a quasiment pile un an, un peu plus d'un an, il me semble. C'était, pour ceux qui connaissent Fabrizio Donoso, qui est du côté des Formula One eSports, du côté de la Formule 1, avec Renault Vitality, tout simplement. Et bien, il avait fait un test en F4 française, tout simplement, en F4 France, tout simplement, du côté du Mans. Et c'était là-bas, justement, on s'était rencontrés, Jérémy et moi. C'était d'ailleurs un bon moment, d'ailleurs, puisqu'on voyait quelqu'un qui venait du sim racing qui s'installait au volant d'une vraie monoplace, et c'était assez cool à voir d'ailleurs, Jérémy. Et qui avait bien marché en plus, ouais. C'est ça qui était assez impressionnant, c'est qu'en une journée, le début avait été un petit peu compliqué, ce qui est normal, le temps de prendre ses marques, mais tout de suite, il était vraiment dans le match, et quand on avait demandé aux responsables de la F4 France ce qu'ils en pensaient, ils ont dit s'il faisait s'il avait fait le championnat, il aurait pu jouer potentiellement devant, donc ça prouve voilà à quel point aujourd'hui voilà tous les pilotes qui font du sim racing ont des vraies qualités, et ça pourrait éventuellement se retranscrire sur du réel, donc non c'était top à voir, et ouais. c'était vraiment impressionnant. Ah, c'était vraiment cool. C'est vrai que je me souviens très bien des performances de Fabrizio Donoso. Tout le monde était assez impressionné par son temps d'adaptation pour justement être tout de suite quasiment performant. Dès le début de l'après-midi, il était déjà dans les temps. Il me semble qu'il y avait un pilote de F4 japonaise. Est-ce que c'était pas le vice-champion, le champion qui était là? Je m'en souviens plus. Si, c'est Ren Sato, ouais, exactement, qui a fait deuxième cette année en plus du championnat, et c'est vrai qu'il était dans des temps similaires à lui, donc ça prouve voilà, que la passerelle marche bien. La passerelle marche très bien, effectivement. Pour te présenter, Jérémy, tu es effectivement responsable des formules de promotion du côté de chez Auto Hebdo. Donc effectivement, la F2, la F3 et notamment les autres formules qui sont un peu les formules 4 par exemple régionales tout simplement. C'est ton dada, on va dire ça totalement. Qu'est-ce qui te passionne justement avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment au niveau de la F2, qu'est-ce qui te passionne réellement dans ces formules de promotion? Je dirais que c'est de voir voilà des talents qui arrivent du karting, donc qui sont âgés de 14-15 ans, et en fait de voir un petit peu naître des destinées, j'ai envie de dire. C'est parce qu'on peut voir très tôt, très rapidement. Alors c'est jamais des sciences exactes, et c'est aussi ce qui fait un peu tout le sel de la chose, mais on peut voir rapidement qui a plus de talent. Voilà, il y a des pilotes qui ont extrêmement de talent, mais qui sont pas très bien entourés, ou voilà, ou mentalement ça suit pas forcément, et donc du coup ils s'écroulent un petit peu au fur et à mesure qu'ils montent la pyramide. Et inversement, certains tiennent bien, carburent tous les ans dans tous les championnats. Donc c'est cet aspect-là que je trouve vraiment sympa, et surtout aussi en général c'est des formules monotypes. Donc en fait c'est vraiment des championnats dans lesquels les pilotes font la différence, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même matériel, même châssis, même moteur, même pneu, absolument tout. La seule différence se fait au niveau des réglages, et donc il y a quand même, quand on est dans une bonne équipe, en général c'est plus facile de performer que quand on est dans une équipe qui a un petit peu moins de moyens, parce qu'il y a moins de data, il y a moins de choses comme ça voilà, à collectionner. Et mais
il y a vraiment ce côté, le pilote fait la différence et c'est ce que j'apprécie énormément, C'est personnellement. ce qu'on apprécie tous d'ailleurs énormément. Salut à ceux qui viennent de rejoindre les potes. Salut à Baru, salut à Arthur, salut à l'ami, salut Balux. J'espère que vous allez bien. Vous êtes au bon endroit au bon moment si vous voulez parler de sport automobile et en particulier de Formule 2 notamment. Et on va enchaîner directement notamment pour parler effectivement Balux, tu le vois. Notamment il y a beaucoup de monde qui pose des questions au niveau de Théo Pourchère. On va en parler, ne vous inquiétez pas les amis. Avant ça on va revenir un peu sur ce qui a pu se passer l'an dernier du côté de la F2 avec notamment deux pilotes qui sont montés en F1 tout simplement avec Nikita Mazepin et bien sûr Mick Schumacher. Déjà la nomination de Mick Schumacher elle l'a pas tellement étonné, sauf que du côté de Chia ça c'est un petit peu étonné. Celle de Nikita Mazepin elle a un petit peu plus étonné en vrai. Mais si on reste ne serait-ce que sur la performance de Yuki Tsunoda aussi effectivement en troisième pilote, effectivement je l'avais un petit peu oublié effectivement. Mick Schumacher seulement, quand on voit la progression qu'il a pu faire au niveau de la F2 l'an dernier, notamment il a commencé un petit peu bas, et puis derrière il a un peu mal commencé, puis derrière bah il y a eu une ascension assez fulgurante au niveau du classement, et on a senti un pilote qui était réellement intelligent. Est-ce que c'est peut-être l'une de ses forces pour la Formule 1 lorsque ça va commencer la semaine prochaine? À mon sens, c'est clairement une de ses forces. Je dirais qu'il y en a deux principales. La première, c'est le mental. C'est quelqu'un qui est vraiment, peu importe ce qui se passe, il était quand même dominé par Robert Schwartzman, qui était son coéquipier, qui était rookie en plus. Donc c'est jamais facile quand on est redoublant d'être derrière au championnat. Voilà, son coéquipier qui lui descend dans la catégorie. Malgré ça, il est toujours resté vraiment concentré, focus, vraiment toujours à croire en lui. Et voilà c'est ce que tu disais un petit peu, Alex, mais sa grande force, c'est justement sa régularité. C'est pas tant qu'il a commencé bas, c'est qu'en fait, il a jamais vraiment été entre guillemets très très haut. C'est-à-dire il a toujours un bon niveau et il est toujours vraiment là. Il a fait 0 pole en F2, ce qui est quand même, enfin voilà. Mais ça veut dire aussi que quand on est capable d'être champion sans faire la moindre pole sur une saison, ça veut dire quand même qu'il y a autre chose et qu'il y a cette régularité-là, justement. Je crois qu'il a fait 10 podiums en 24 courses. Voilà, c'est presque un podium sur deux, sachant qu'on sait qu'il y a les grilles inversées aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un de très méthodique et de très analytique, un petit peu comme son père, justement. Voilà, qui ne laissait enfin absolument rien au hasard. Et ça va être quelque chose d'assez intéressant à voir. Évidemment, il faudra lui laisser le temps de se faire un petit peu à la Formule 1 et voilà, il y a cet environnement différent, les attentes sont énormes évidemment, hein, mais voilà, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il a fait la différence, la régularité et l'aspect mental. Aspect mental, et effectivement Arthur aussi acquiesce en disant oui c'est vrai, Mick croit en lui-même et il lui faut 2 bonnes années, c'est un bon pilote. Je pense que le vécu qu'il a eu avec son père, il doit avoir un gros mental, et c'est vrai notamment aussi avec sa bataille qu'il a pu avoir en fin de saison avec Callum Ilott, l'autre pilote du côté de la Ferrari Driver Academy, parce qu'il y en avait d'autres aussi. Voilà, il y a Yuki Tsunoda effectivement, on va parler aussi un peu de lui, de Yuki Tsunoda, qui arrive du côté de chez AlphaTauri. Il y a un terme qui peut être quand j'analyse un peu la situation de Yuki Tsunoda, c'est la rigueur. Est-ce que c'est ça, Yuki Tsunoda, c'est la rigueur de travail? Ouais, il y a cette rigueur-là très japonaise. On sait voilà à quel point ces pilotes sont vraiment capables d'avoir une grosse méthodologie de travail et tout ça. Et je dirais qu'il y a aussi un poil de folie aussi chez Yuki Tsunoda. C'est quelqu'un qui croit beaucoup C'est en un peu lui. paradoxal. C'est un peu paradoxal Oui, quand oui, on voit ça. c'est vrai. Mais être capable d'avoir les deux, c'est aussi top. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un pilote assez populaire. Mais c'est quelqu'un surtout qui a, à mon sens, montré une adaptabilité assez énorme, parce qu'il faut pas oublier, pardon, qu'il est arrivé de la F4 japonaise. Donc déjà quitter un continent pour aller sur un autre, c'est jamais facile. Il est arrivé en F3 directement, F3 FIA. On sait à quel point c'est un championnat extrêmement difficile. Il était chez Genzer, qui est loin d'être l'équipe, enfin voilà, qui est loin d'être une équipe de premier plan. Et en fait, il fait 9e du championnat avec une victoire, 9e du championnat avec Genzer, avec tout le reste pour la formation suisse. Hein. Ça équivaut à un top 3, enfin voilà, voire mieux avec un top team comme Prema, ART ou autre. Donc ça prouve vraiment. Et ensuite, il monte directement en F2, il fait meilleur rookie 3e, il finit qu'à 15 points du titre, si je ne m'abuse. Donc ça prouve vraiment à quel point il s'adapte vite, et je serais vraiment pas étonné qu'il s'adapte aussi vite à la Formule 1.
Yuki aussi, c'est un bon pilote. Il se battait déjà à sa première année de F2 et la F4 japonaise, chaud de partir en Europe après. Effectivement, c'est l'adaptabilité de Yuki Tsunoda. On le voit dans d'autres sports, ne serait-ce qu'aussi ça, hein, dans le football par exemple, et dans le basket aussi, un Européen qui tout simplement va du côté des États-Unis pour aller en NBA, et même dans le football, quand on voit des joueurs du continent asiatique qui viennent en Europe, l'adaptation elle prend énormément de temps, et c'est vrai que c'est remarquable de voir Yuki Tsunoda directement être dans le grand bain et pouvoir s'adapter et peut-être même performer. Pour la F1, tu penses que clairement du côté de chez AlphaTauri, il y en a qui sont assez sceptiques, tout simplement parce que c'est un rookie, mais tu penses que peut-être en 3-4 courses, il peut être déjà dans un bon niveau? Ouais, je pense clairement, voire même moins. À mon avis, ça peut aller très vite. De là à le voir titiller Pierre, je sais pas, parce que Pierre Gasly est un excellent pilote et il a aussi l'expérience, voilà. Mais en tout cas, d'être assez proche, en tout cas peut-être encore plus proche que Daniel Kvyat ne l'était lui-même l'année dernière. Voilà. Après, Tsunoda, c'est aussi le but, c'est aussi pareil, de le laisser apprendre aussi sur la première saison et voilà, et ensuite de le voir performer vraiment sur sa deuxième ou troisième saison. On sait que le monde de la F1 est un monde où le temps n'est pas forcément voilà un allié, donc on va voir. Effectivement. Merci pour le sub, merci beaucoup. Merci de soutenir la chaîne, Lamiche, merci beaucoup pour ton sub, ça fait très très plaisir. Tu parlais notamment de Daniel Kvyat en parlant justement de Yuki Tsunoda. C'est effectivement un autre pilote russe qui rejoint la Formule 1 l'an prochain. C'est Nikita Mazepin, pilote réputé tout simplement pour être un pilote très agressif, mais est-ce qu'il pourra l'être avec la Haas l'an prochain, avec une voiture qui est ultra instable et qui apportera peu d'amélioration par rapport à l'an dernier. Nikita Mazepin, quand on regarde la saison dernière, il termine dans le top 5, juste derrière d'ailleurs son compatriote Robert Schwartzman. Est-ce que déjà dans le style de pilotage, Nikita Mazepin peut s'adapter à la F1 assez rapidement? Bah, au-delà de l'aspect vraiment pilotage, moi la question que je me pose, c'est plus, on a vu souvent qu'il était au-delà de l'agressivité, c'est plus l'impatience, son impatience qui peut l'amener à l'agressivité. Et je me dis que là, d'après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on sait, ne devrait pas faire énormément de modifications cette année. Donc ça va clairement jouer derrière. Est-ce qu'il va avoir la patience? Est-ce qu'il va pas s'énerver de cette situation? Moi, c'est plus là-dessus que je me pose vraiment des questions. Après, il a quand même montré, il a fait une première saison en F2 où il était clairement nulle part, il faut le dire, avec ART, alors que son équipier, lui, Nick De Vries, a terminé champion de F2. Et cette année, avec Hightech, ça a beaucoup mieux marché. Il a même fini devant Luca Giotto, qui était un pilote très très solide et très réputé en Formule 2. Donc ça prouve qu'il y a quand même eu beaucoup de progrès. Je parle uniquement de sportif, hein. Je laisse vraiment de côté tout l'aspect qu'il y a autour, évidemment. Mais non, ça va être. Enfin, je suis quand même curieux de voir ce qu'il va donner. Ça aurait peut-être été mieux pour lui d'avoir un pilote expérimenté à ses côtés pour apprendre peut-être un peu plus. C'est vrai que là, Mick Schumacher comme lui vont être un petit peu livrés à eux-mêmes, j'ai envie de dire, mais ça va être intéressant à suivre le duel entre les deux. En tout cas. Effectivement, et d'ailleurs dans Drive to Survive, les amis, dans justement un des épisodes, on comprend pourquoi Mick Schumacher est associé à Nikita Mazepin. Et alors je vais pas spoiler bien sûr, mais on le comprend, donc je vous invite à regarder Drive to Survive après ce live, bien sûr. Salut Alex, salut, comment vous allez? Salut Astasport, salut à ceux qui viennent de rejoindre les amis, merci d'être là les potes pour parler de F2 ce soir les amis, avant de retourner bien sûr à la F1, mais surtout il faut se concentrer sur la F2, parce qu'effectivement la F2 les amis revient lors du même grand prix de Bahreïn que la F1. Faut quand même avouer que sur certains dépassements, Mazepin faisait plaisir en prenant des risques. Oui, mais faire beaucoup de risques après, ça peut apporter certaines déconvenues. J'ai juste à dire que c'est du gâchis de pas avoir mis Aylot dans l'Alpha à la place de Giovinazzi. C'est vrai que le Maillot avait tout aussi sa place en Formule 1 en fait, du côté par exemple du côté de chez Alfa Romeo notamment, mais notamment un mot sur Callum Aylott qui beaucoup étaient réellement très déçus de ne pas le voir monter en F1 et qui ne fera d'ailleurs pas cette saison de F2 tout simplement. J'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux des réactions à partir du moment où Mick Schumacher a été annoncé
en F1, peut-être que le problème de la part de Ferrari, c'est qu'ils ont annoncé Mick Schumacher avant même qu'il soit assuré du titre de champion, justement face à Callum Ilott. Je pense que c'est ce qui a fait un petit peu grincer les dents. Je vois beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi Callum Ilott ne repart pas pour une 3e saison de F2, sachant qu'il vient de faire vice-champion et que peut-être le titre pourrait lui permettre d'aller en F1. Il y a bien une chose qu'il faut comprendre dans ce milieu, c'est qu'on dit souvent, alors c'est pas une vérité absolue, mais c'est quelque chose qui se vérifie souvent, c'est que quand on gagne le titre de champion de F2 dès sa première année, on a globalement 100% de chance d'aller en Formule 1. On l'a vu avec George Russell, on l'a vu avec Charles Leclerc là très récemment. Ça baisse à 50% quand on le gagne sur la 2e année et quasiment à 0% quand on la gagne sur la 3e année. Sauf si on a un petit peu d'argent. Nicolas Latifi, par exemple. Ouais. Latifi qui n'est pas champion, mais qui était vice-champion. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les équipes de F1 se disent une chose, c'est que plus le pilote va s'adapter rapidement à un nouveau championnat, c'est-à-dire la Formule 2, plus il va être capable d'en faire de même en Formule 1. Et si un pilote a besoin de 2 ou de 3 ans pour gagner la Formule 2, certaines équipes vont considérer, et on peut le comprendre, qu'ils ne vont pas avoir l'adaptabilité nécessaire pour pouvoir justement aller en Formule 1. Donc Callum Ilott a beaucoup de talent, et on a vu, il a fait 5 pôles quand même sur 12 possibles. Le seul problème, c'est qu'il avait une voiture qui marchait bien, mais il a fait quand même pas mal de petites erreurs vraiment coupables, et sur un championnat, et face à la régularité d'un Mick Schumacher par exemple, qui était peut-être moins brillant, mais qui lui était justement un peu plus régulier, bah ça pardonne pas. Il a calé dans les stands, je crois que c'était à Monza, alors qu'il était devant. Il s'est fait sortir aussi par Tictum, là il pouvait pas grand chose à Spa, et il a spiné tout seul en course sprint à Silverstone aussi. Ça c'est des choses qu'on doit pas voir, et à ce niveau-là. Et est-ce que Callum Ilott a du talent? Oui, beaucoup, mais peut-être qu'il n'a pas eu l'adaptabilité entre guillemets nécessaire pour délivrer rapidement. Voilà, et pour ceux qui ne le savaient pas, effectivement, c'est pour ce genre de raison, effectivement, que Callum Ilott n'est pas revenu en F1. On parlait, effectivement, tu t'en parles de Nick De Vries. De Vries n'a pas été en F1, pourtant il était champion de F2. Effectivement, c'était sur sa troisième année, je crois. Et après, Mercedes se disait, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben, on le met du côté de la FE, et là, il faut pas négliger, bien sûr, la FE, qui est un championnat très, très relevé en ce moment. Mais il méritait aussi un volant en F1, où ça, encore une fois, c'est pas à nous de le dire, c'est plus au côté aux grands dirigeants bien sûr de la Formule 1 et notamment des écuries. Trop jeune pour avoir fait 3 ans, non. Quel âge il a Callum Ilott? C'est vrai effectivement en ce moment. Callum Ilott, quel âge? De tête, il est né en 98. Donc il est assez jeune aussi Callum Ilott actuellement, il a 23, 22, 23 ans. Donc quand on a effectivement aussi une Formule 1 et un sport en général qui se rajeunit au niveau de ses participants notamment et de ses acteurs, Callum Ilott effectivement qui a 23, quasiment presque 24 ans, c'est vrai que ça fait un petit peu tard effectivement. Ce sont tous deux jeunes pilotes. Les équipes de F1 regardent aussi on va dire le background des pilotes, c'est-à-dire que Ilott, il a fait 3 ou 4 saisons en F3 aussi, donc voilà, c'est aussi ça. Si Callum Ilott avait fait ce qu'il a fait l'année dernière en F2, tout en n'ayant fait qu'une année de F3, peut-être que ça aurait aussi plaidé sa cause. Là, avec 3 années en F3, sans jamais, en étant toujours bien placé, hein, il est souvent dans le top 10 du championnat, mais voilà, je vois beaucoup dans les commentaires de gens qui disent il mérite sa place, plein d'autres. Il y a beaucoup de pilotes qui méritent une place en F1, mais il y a très très peu de places, donc forcément il y a toujours des déçus, quoi. Il y a toujours des déçus, et Callum Ilott l'est effectivement. Et ici on se penche effectivement sur cette nouvelle saison, et là on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on voit cette nouvelle saison, elle a l'air quand même ultra palpitante. Ne serait-ce déjà si on parle pas des pilotes, mais on parle du nouveau format de cette saison 2021. Plus de F2 associé à la F3, notamment sur les mêmes meetings, sur les mêmes grands prix. Là maintenant, c'est les deux dissociés. Ils ont leur propre calendrier. En ce qui concerne la F2, ne serait-ce qu'en termes de format, on a désormais effectivement 3 courses. Pourquoi d'ailleurs on a désormais 3 courses au lieu de 2 avant?
Alors c'est une question qui est vraiment, enfin ça a été une décision économique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la crise sanitaire a entraîné aussi une crise économique dans tous les secteurs, donc évidemment dans celui-ci également. Et la Formule 2, par l'intermédiaire de son promoteur Bruno Michel, a décidé justement de faire en sorte qu'il y ait moins de meetings sur l'année. Donc on est passé de 12 à 8, de 12 meetings à 8 meetings en Formule 2, mais pour compenser ça, passer de week-end de 2 courses à 3 courses. Donc le but étant de permettre aux équipes de faire des économies en termes de personnel, comme ça leur personnel peut être à la fois sur la F2 et sur la F3, sachant qu'ils ne sont plus, comme tu l'as dit, sur les mêmes week-ends de course, et aussi de faire moins de déplacements, moins de voyages, et donc d'économiser de l'argent, et par la même occasion de faire payer les saisons moins chères aux pilotes, même si de ce côté-là, pour le moment, on n'a pas encore trop vu les fruits de cette décision, mais il faut laisser un petit peu de temps. Et voilà, c'est que le début, mais le pourquoi du nouveau format, il trouve là. D'ailleurs, on a un très beau calendrier pour cette saison 2021. On fera les débuts de la saison de F2 le 26 au 28 mars du côté de Bahreïn. Le Grand Prix de Monaco en deuxième événement de cette saison. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan ensuite. Le meeting du côté de la Grande-Bretagne juste après. Le Grand Prix d'Italie dont participera effectivement le monde de la F2. Le Grand Prix de Russie ensuite. Et on abordera un tout nouveau tracé. On a d'ailleurs vu effectivement ce tracé être présenté, il me semble, tout simplement hier. Il s'agit du circuit de Jeddah avant d'aller de finir la saison du côté d'Abu Dhabi. Un petit mot sur le circuit de l'Arabie Saoudite du côté de Jeddah. On nous annonce que c'est le circuit qui va être le plus rapide de la saison, et même le plus rapide de la saison, oui, effectivement, j'ai le mot en anglais, en ville, tout simplement, street circuit, tout simplement. Est-ce que, mon anglais, Drive to Survive toute la journée, il faut... quand on parle plein de langues comme toi, Alex. Ah ouais, bah c'est ça le problème. Mais voilà, effectivement, un petit mot sur le circuit de Jeddah. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le host, Laser Game. Merci beaucoup. Un petit mot sur le circuit de Jeddah. Qu'est-ce que ça peut donner pour cette fin de saison? C'est un circuit qui sera ultra rapide. Et on a parlé de la F1, mais pour la F2, qu'est-ce que ça peut donner? Ben écoute, moi je pense que c'est vrai qu'en F1, je sais pas si on aura trop de dépassements, parce qu'on sait évidemment que quand ça va très vite et qu'il y a peu de gros points de freinage, c'est compliqué de dépasser. Mais moi pour la F2, je pense qu'on va avoir du beau spectacle pour une raison simple, c'est qu'on voit qu'à Bakou à chaque fois en F2, on a un spectacle vraiment incroyable. Moi ça me fait penser un petit peu à ça. En plus rapide encore. Évidemment, c'est des jeunes loups qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire. Donc, en général, ils sont à 200%. Donc voilà, non, c'est vrai qu'il est vraiment très rapide et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, ça va être assez sympa. Et tu parlais de calendrier. C'est un calendrier très urbain pour la Formule 2 parce que tu l'as dit, il y a Monaco, il y a Bakou, il y a justement Jeddah aussi. Ça fait déjà 3 sur une saison de 8 manches, c'est quasiment 50%. Donc il va falloir être très bon en peloton et voilà, il y a quelques pilotes en Formule 2 cette saison qui ont dans ces caractéristiques-là et qui pourront tirer leur épingle du jeu justement. Il y a un caractère d'adaptabilité justement pour les pilotes qu'il faut avoir du côté de la F2 et s'adapter à un tout nouveau circuit dont on n'a absolument aucune donnée aujourd'hui. Pour des jeunes loups effectivement comme des pilotes de F2, ça risque d'être du sport et ça risque d'être intéressant de voir et on risque aussi d'avoir des surprises et intéressant de voir comment ça peut évoluer pour ces tout jeunes pilotes de F2. Et si on se penche sur d'autant que cette année, je te coupe Alex, pardon, mais il y aura justement 2 grilles inversées par week-end. Donc ça veut dire que les plus rapides partiront vers le top 8, top 10. Donc ça veut dire qu'il risque d'y avoir quelques dépassements et vraiment on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça effectivement. Et quand on regarde effectivement le fil de cette année,
il est quand même ultra intéressant. Il est quand même très relevé pour un plateau de F2. Il y a un seul Français, bien sûr, du côté de la F2 cette année. Il s'agit de Théo Pourchère. Il est déjà dans un team français, le team de Art Grand Prix. Il y a d'autres pilotes qui sont ultra intéressants à suivre. C'est ces nouvelles pépites-là qu'on pourrait très bien voir du côté de la F1 très vite. En tout cas, Robert Schwartzman, qui est pilote pour la Ferrari Driver Academy. Oscar Piastri, champion l'an dernier du côté de la F3. Felipe Drugovich, Guan Yunju, du côté d'Univirtuosi. On a aussi Dan Ticktum qui est un excellent pilote. Le coéquipier de Théo Pourchère, il est danois, c'est Christian Lundgaard et lui aussi prétend une place en Formule 1 l'an prochain, notamment en étant du côté désormais de l'académie alpine. On a Beckman, on a Armstrong aussi qui est là, on a Ralph Boschum qui revient en F2 aussi ensuite, lui qui a donc une bonne expérience du côté de la F2 aussi. On a aussi Marino Sato et Ben Viscal. Par quel pilote tu veux commencer, en somme? Parce que vraiment, on a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de pilotes aujourd'hui. Je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de Pourchère. Est-ce qu'on commence par Théo? Est-ce que vous voulez qu'on commence par Théo? Allez, on commence par Théo. Vice-champion F3 l'an dernier. Tu disais, les écuries de Formule 1, regarde le background justement des pilotes, notamment si on regarde celui de Théo Pourchère, il s'est toujours adapté assez rapidement dès qu'il est entré dans une nouvelle formule. Ah, c'est clair. Il y a un aspect qu'il faut bien qu'on comprenne, et je dis pas ça parce qu'on est en France et que Théo est français, mais j'ai la chance de par mon métier de pouvoir être un petit peu dans tous les paddocks des formules de promotion et d'avoir des contacts privilégiés avec justement un petit peu tous ces acteurs-là. Il faut bien comprendre que ce qu'a fait Théo l'année dernière est vraiment extraordinaire parce qu'il était en Formule 4 allemande. Entre guillemets, le step logique après ça, c'est d'aller en Formule Renault ou en Formule régionale dans la foulée. Lui a décidé de complètement passer au-dessus et d'aller justement en F3. Il y a certains pilotes qui tentent ça. D'ailleurs, Dennis Hauger, qui était son dauphin en F4 allemande, a fait la même chose et il a terminé 17e en F3. C'est pour dire à quel point vraiment le step est très compliqué. Théo, il fait deuxième voilà, vice-champion, comme tu l'as dit, dès sa première saison. Pareil, ça va être un peu le mot de ce live, j'ai l'impression, mais avec une adaptabilité qui était vraiment incroyable. Ça a été dur la première manche en Autriche. Et derrière, sur le même tracé, il fait sa première victoire dans la foulée. C'était vraiment impressionnant. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Là, on va être sur de la Formule 2, c'est encore, la voiture est 2 fois plus puissante, plus lourde, c'est encore autre chose. Ça va être difficile parce que il y a on en parlera un peu après, j'imagine, mais il y a des redoublants qui sont extrêmement talentueux. Mais ce qu'a fait Théo cette année était vraiment incroyable. Et voilà, avec Théo, on se demande quand il va arrêter de nous surprendre réellement, et tous les ans, ça continue. Donc c'est top. Et si cette année il arrive à accrocher un top 7, un top 5 pour sa première saison, ce serait déjà très bien, honnêtement. On peut donc espérer de voir toujours des belles performances du côté de Théo. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que effectivement, vous savez, plusieurs pilotes aujourd'hui du côté des formules de promotion et même d'ailleurs du côté de la F4, F3 et du côté de la F2 sont soutenus par des écuries. Théo Pourchère est le seul pilote, il me semble, du côté de chez Sauber qui est soutenu pour l'instant. Il y en a d'autres effectivement, mais il y a aussi Théo qui est plus principalement mis en avant du côté de l'académie Sauber. L'avantage qu'il peut avoir Théo Pourchère, c'est que du côté de chez Alfa Romeo, en Formule 1, il y a un baquet qui est justement réservé du côté de la Ferrari Driver Academy, et l'autre qui est réservé du coup au choix du côté de chez Alfa Romeo. Tu en parlais justement du fait que si par exemple on devient champion dès la première ou la deuxième année, on a plus de chances d'entrer en Formule 1. Si imaginons Théo Pourchère surprend, ce qui pourrait arriver bien sûr, mais encore une fois, la F2 c'est différent de la F3, notamment en termes de gabarit de la monoplace et notamment au niveau si on peut vulgariser ça au niveau de la maniabilité. Si effectivement Théo est champion, est-ce que vraiment Alfa Romeo peut se poser la question en disant qu'est-ce qu'on fait? Ah non, ils peuvent pas se poser la question. Il faut le prendre. Je veux dire, je pense qu'ils vont même pas se la poser, quoi. Voilà. Après, je tiens à préciser une chose, c'est que quand je dis top 7, 5, c'est que déjà, ce serait quelque chose de bien. Ouais. Et quand on discute avec Théo, il dit, évidemment, je suis rookie, évidemment, je suis là pour apprendre, évidemment, mais je veux gagner. C'est toujours la même chose. Il est vraiment là-dedans, donc il va essayer de le faire. Après, pour Alfa Romeo, ils auraient absolument aucune raison
de ne pas prendre un pilote, il aura 18 ans du coup l'année prochaine, champion de F2. De toute façon, j'ai envie de dire, presque s'ils le prennent pas, je pense que quand quelqu'un fait un parcours comme ça, presque parfait, en 4 ans dans les formules de promotion, je pense que ça se battra au portillon pour aller le chercher. Après, clairement, il fait partie du Sauber Junior Team, donc même si c'est pas le même nom Oui. de l'équipe junior Alfa Romeo, mais clairement, ils le prendront, surtout qu'en en plus, on est sur deux pilotes, Antonio Giovinazzi qui progresse mais qui a pas une cote énorme, et Raikkonen qui peut-être un jour finira par prendre sa retraite, sait-on jamais. Donc forcément il devrait y avoir une place qui se libère, mais voilà, peut-être un petit peu plus tablé sur 2 ans. Et puis parce que le championnat est extrêmement relevé, et surtout les redoublants là ont l'avantage d'avoir l'expérience d'un an sur cette voiture, et on est sur des redoublants très 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 costauds, donc à voir, mais avec Théo rien n'est impossible, j'ai envie de dire. L'avantage, c'est que Sauber, c'est une plus petite écurie, il y a plus de chances d'y arriver, car Sauber prendrait moins de risques qu'une écurie comme Alpine, qui joue plus gros, et choisir un rookie et un choix plus compliqué pour Alpine, effectivement. C'est vrai que ça, Alfa Romeo, peut-être, d'ailleurs on sait même pas si le partenariat va être renouvelé avec Ferrari l'an prochain, ça aussi c'est un élément à prendre en compte, d'ailleurs, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir 2 places du côté de chez Sauber, et non plus une place réservée du côté de la Ferrari Driver Academy. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Alfa Romeo peut, dans la situation où ils sont aujourd'hui, peut tenter de prendre un jeune rookie aux côtés par exemple d'un pilote expérimenté, qui par exemple Antonio Giovinazzi, qui sera dans sa 3 ou 4e saison en Formule 1. Ouais, ouais, non, mais complètement, complètement. Et après, voilà, Théo Ouais. va devoir faire le boulot en piste. Euh, Malgré tout, à mon sens, en général, voilà, la Formule 2, en 2 saisons, déjà, comme je disais tout à l'heure, si on gagne en 2 saisons, on a en général 50% de chance Mm. d'aller en F1. Pour lui, ce sera peut-être même un petit peu plus grand, sachant le parcours qu'il a eu juste avant, voilà, en sautant un petit peu les étapes. Après, ça dépend évidemment de plein de choses, de combien de sièges il y a disponible en Formule 1, enfin voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est très très difficile de projeter quoi que ce soit de concret là-dessus. Mais voilà, c'est forcément quelque chose auquel il pense, auquel son entourage pense, Mm. et c'est tout à fait logique quand on affiche le niveau qu'il affiche. Mais ouais, il faudra évidemment confirmer cette année, parce que évidemment c'est un milieu très très sélectif où il faut prouver tous les ans, et où il faut évidemment jamais se reposer sur ses acquis. Effectivement, il est dans un très beau team d'ailleurs, le team Hard Grand Prix, le team français. À ses côtés, il aura un coéquipier assez relevé en termes de niveau. Il s'agit de Christian Lundgaard, justement le pilote danois, qui a fait plutôt l'an dernier une assez bonne saison dans l'ensemble. Il est considéré comme le pilote qui pourrait accéder à la F1 assez prochainement, lui qui fait partie du team du côté de chez Alpine. Un top 7 pour lui d'ailleurs, Christian Lundgaard l'an dernier. Pilote qui a de l'expérience du coup de la F2, associé à Théo qui là juste là pour apprendre cette Formule 2 justement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à Christian Lundgaard? Pour Lundgaard, il le dit lui-même, hein, l'objectif c'est le titre. De toute façon, aujourd'hui, il le sait très bien. S'il veut aller en F1, c'est son objectif. Il n'a pas le choix, faut gagner. Mm. Lundgaard, c'est vraiment un pilote très 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 talentueux. C'est un petit peu comme, on va dire, c'est celui qui a la trajectoire qui ressemble peut-être le plus à celle de Théo au final, Ouais. parce que c'est un pilote qui a fait une année dans chaque catégorie. Il a été champion de F4 espagnol. Derrière, il a fait vice-champion de Formule Renault en étant rookie, alors que c'est un championnat dans lequel il est très très compliqué de briller réellement et de jouer le titre quand on est rookie. Ouais. Derrière, il est allé en F3. Il fait 6e. Alors dit comme ça peut paraître un peu moyen. Simplement, c'est l'année où Schwartzman, Armstrong et Daruvala, les 3 pilotes Prema, étaient devant, et où Prema avait sincèrement une marge assez extraordinaire sur les autres. Donc 6e, c'était déjà très très bien. Et 7e l'année dernière, pour moi, ça reflète pas vraiment sa saison. C'est-à-dire que en termes de talent pur, de ce qu'il a montré, il a été bon. Voilà, il a gagné des courses. Le seul problème, c'est qu'il a été un peu irrégulier. Mm. ART le reconnaît, de sa faute, mais aussi un petit peu de la leur. C'est normal, parce que
l'année dernière, il y avait l'instauration des pneus 18 pouces, voilà, des nouveaux paramètres qui changent beaucoup de choses sur la voiture. Et forcément, les équipes, il y a très très peu de roulage en Formule 2, vraiment très très peu. Et c'est extrêmement difficile justement de trouver les bons repères, les bonnes datas, les pistes qui changent du tout au tout. Voilà, la température en piste. Voilà, il y a énormément énormément de paramètres à appréhender l'année dernière. Et donc forcément, ça a donné des choses où des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais. Et au final, il a terminé 7e, mais il a longtemps été dans la bataille pour le titre, souvent à la 3e place. C'est vrai qu'en termes de le plateau, comme aujourd'hui d'ailleurs, est très relevé pour cette saison 2021, mais quand on regarde quand même l'an dernier, il faut quand même se rendre compte qu'il y avait Mick Schumacher aujourd'hui en Formule 1, Callum Ilott qui aurait pu avoir sa place en Formule 1 aussi, on l'a dit tout à l'heure, Yuki Tsunoda qui est aujourd'hui rookie en Formule 1 avec AlphaTauri, Robert Schwartzman qui est pilote de la Ferrari Driver Academy, il y avait Nikita Mazepin qui est aujourd'hui en Formule 1, et devant lui aussi il y avait Guan Yu Zhou qui lui aussi prétend à une place en Formule 1, lui qui fait toujours partie de l'Alpine Academy. Est-ce que pour toi, Christian Lundgaard, tu penses, tu l'as dit, il veut le titre, mais est-ce que toi tu penses réellement qu'il peut prétendre au titre de manière comme en étant l'un des favoris, même si ce n'est le favori? Oui, clairement. Moi, j'ai 4 vrais favoris, on va dire, que j'identifie réellement, et il en fait clairement partie. Je le mettrais même dans le top 2 des favoris, avec Robert Schwartzman, à mon sens. C'est les deux qui, pour moi, sur le papier, sont dans des équipes extrêmement expérimentées, extrêmement performantes dans la catégorie. Prema pour Schwartzman et donc ART pour Lundgaard. En font des candidats naturels, sachant que sur leur première saison, ils ont tous les deux joué le titre, voilà, instantanément. Pour moi, il n'y a aucun doute que Christian Lundgaard sera là. Je n'imagine pas l'inverse. Après, est-ce qu'il sera champion? C'est trop compliqué à dire. Ouais. La concurrence sera évidemment féroce, mais il sera dans le coup. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Il y a beaucoup de pilotes justement en F2 où soit c'est le titre, soit c'est au revoir. Callum Ilott, c'est un peu ça aussi, hein, c'est soit le titre, soit c'était au revoir. Et bah c'était un peu près ça Est-ce que ça peut être un peu près ça justement pour Christian Lundgaard? Est-ce que c'est le titre ou c'est au revoir? C'est clairement ça? Très clairement, parce que déjà Christian le dit lui-même, il ne refera, alors sans doute pas de 3e année, pour une raison simple, c'est l'aspect argent. Et c'est aussi pour ça que Callum Ilott a décidé de ne pas refaire une 3e année. C'est parce que on sait que dans un top team, une saison coûte quasiment même un peu plus de 2 millions d'euros. Donc voilà, après, au revoir, ça dépend. Au revoir la F1, oui, certainement. Mais voilà, après, il y a des beaux programmes en endurance, il y a la Formule E, il y a tout ça. Mais c'est vrai que quand on discute avec des pilotes de cet âge-là et de ce talent-là, la seule chose pour la plupart, hein, dont ils veulent entendre parler, c'est la Formule 1 et rien d'autre. Donc oui, et oui, clairement, aujourd'hui, Lundgaard le sait, s'il veut aller en Formule 1, il doit gagner cette année. Alors, des fois, on peut accéder en fonction des circonstances avec une 2e place au championnat, avec une 3e. Ça dépend aussi, comme je le disais tout à l'heure, de est-ce qu'on a des sponsors aussi pour aller en F1, est-ce qu'il y a tout ça. C'est pour ça qu'il faut jamais être trop catégorique. Mais aujourd'hui, son entourage ou lui-même le disent, il faut gagner, il y a pas d'autre choix possible. Un autre pilote qui est justement du côté de l'Alpine Academy, c'est Guan Yu Zhou, le pilote chinois du côté qui est chez Uni Virtuosi, en tout cas encore une fois cette année, Guan Yu Zhou. Je me souviens qu'au début de l'année dernière, il y avait une certaine hype autour de lui, parce que justement... j'ai l'impression, en tout cas l'année dernière, je sais pas si pour toi aussi tu as aussi cet avis-là, mais j'ai l'impression que tout le monde a commencé la F2 au même moment. Tout le monde a commencé à un peu plus regarder les formules de promotion, peut-être lié au fait aussi que y avait la crise du Corona et qu'on était tellement en manque de sport automobile que tout le monde s'est rabattu sur la F1, la F2 et la F3. Mais en tout cas sur la F2, quand on a vu Guan Yu Zhou, il y a eu aussi une hype autour de lui parce qu'il avait fait un plutôt bon début de saison et enfin pas un bon début de saison, mais en tout cas il apportait de certains signes comme quoi il était très très bon, un certain talent. Cette année, finalement, quand on voit l'année dernière, il termine 6ème. On s'attendait peut-être à plus haut pour Guan Yu Zhou. Est-ce qu'on peut espérer plus haut pour lui encore une fois en 2021? Bah,
pour expliquer un petit peu le sentiment que tu avais et que certains ont dû partager et que j'ai moi-même un petit peu partagé, c'est que en fait, quand l'année dernière, enfin donc il y a 2 ans pour sa première année de Mm. F2, il termine meilleur rookie. Ouais. Voilà, donc c'est l'année où malheureusement Antoine Hubert est décédé Mm. et voilà, ça aurait peut-être été Antoine, mais en tout cas voilà, Guan Yu Zhou a terminé meilleur rookie. Et dans la foulée, il commence la saison, il fait la pole en Autriche. Mm. Sauf que derrière, il gagne pas la course. Et petit à petit, on l'a plus revu faire des pôles. Et il a gagné sa première course que très tard à Sochi. Donc voilà, ça c'est un petit peu son niveau a un petit peu baissé. Où je pense que c'est certainement les autres qui ont aussi augmenté le leur. À quoi on peut s'attendre pour Zhou? Clairement, lui-même le dit aussi, comme Lundgaard. Son objectif, c'est le titre en troisième année maintenant. Ouais. Il n'y a pas le choix. Euh, voilà. Après, à quoi s'attendre exactement, ça va être compliqué parce qu'encore une fois, les redoublants dont on a parlé un petit peu tout à l'heure sont vraiment très très costauds. Euh, c'est pour moi pas forcément le plus talentueux en termes de valeur intrinsèque, j'ai envie de dire, sur la grille, mais il fait quand même partie voilà, des pilotes qui savent tourner le volant. Il a gagné son premier titre en carrière cet hiver en faisant la F3 Asie. Alors certes, c'est sur une voiture Ouais, bien sûr. Ouais. de moindre Mm. puissance et de moindre importance, mais un premier titre en carrière pour la confiance, ça fait toujours du bien. Les points de super licence, il a fait un gros Mm. rapproché aussi. Donc pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Après, j'en fais pas en tout cas un de mes grands favoris. Il y a aussi cet aspect du côté de l'Alpine Academy. On a quand même deux pilotes, quand on y réfléchit, qui peuvent être. Alors, je sais pas si je peux dire éjectés, si le mot peut être clairement ça, mais on sait que Victor Martins a été. En tout cas, est parti du côté de l'Alpine Academy, puis ensuite est revenu, Victor Martins. Est-ce qu'on peut imaginer ça du côté de Guan Yu Zhou et aussi du côté de Christian Lundgaard? Si c'est pas une bonne saison cette année, du côté de l'Alpine Academy, c'est au revoir. Bah certainement, mais après, de toute façon, les académies, une fois que leur pilote arrive en Formule 2, Ouais. si ça marche pas, derrière il y a presque plus vraiment d'intérêt de les avoir parce que voilà, c'est sur le papier c'est une école en fait quelque part. Hmm. Giuliano Alesi qui était chez Ferrari le disait lui-même, je pars au Japon. C'est pas tant que je me fais virer de la Ferrari Driver Academy, c'est que la Ferrari Driver Academy est une école et qu'aujourd'hui en allant au Japon je deviens pilote professionnel et que je quitte l'école quelque part. C'est comme si on avait Voilà. le bac, par exemple. On peut passer tout simplement sur le marché du travail. Voilà. Est-ce qu'on retourne au lycée? Non. Donc, C'est donc vrai. voilà, c'est un petit peu, voilà, la comparaison est un peu tirée par les cheveux, mais oui, c'est un Ouais. petit peu ça. Non. Après, pourquoi pas, voilà, Alpine va se lancer dans d'autres programmes. Pourquoi pas continuer avec Christian ou avec Zhou dans d'autres programmes. Si malheureusement pour eux, ça ne leur sourit pas cette année, c'est probable, hein, c'est probable. On va parler maintenant des pilotes qui sont notamment du côté de de la Ferrari Driver Academy, notamment Robert Schwartzmann. L'an dernier, Robert Schwartzmann, il fait quand même une saison une assez bonne saison, en étant quatrième du championnat, un top 5 pour lui, notamment un podium dès la première course du côté de l'Autriche, une victoire du côté de la Styrie et une victoire du côté de la Hongrie, et une autre, il a 4 victoires au total avec une victoire en Belgique et une victoire du côté de Bahreïn. Schwartzmann, lui aussi c'est le titre, clairement. Il est surtout dans un très bon team. Je crois qu'il est effectivement du côté de chez Prema, Robert Schwartzmann. Et quand on est du côté de chez Prema, l'objectif c'est le titre. Ouais, clairement. Pour moi, Schwartzmann aurait. Au final, il finit quatrième, mais il n'est pas passé si loin du titre que ça sur un aspect. C'est qu'en fait, déjà, c'est le pilote qui a le plus gagné la saison dernière en Formule 2. Il a gagné 4 courses. Personne n'a fait mieux, ni Mick Schumacher, ni Calum Mailot. Voilà, il a gagné 4 courses. En Hongrie, il gagne alors qu'il part donc la course principale en partant 11e. Enfin voilà, il a montré vraiment de très belles choses. Il y a eu un souci majeur pour Robert Schwartzmann, mais vraiment un gros souci, c'est son rythme en qualification. Alors c'est difficile à dire à quel point ça lui incombe à lui ou à Prema. Il y a toujours un petit peu des deux.
Mick Schumacher s'en est un peu mieux sorti que lui, mais j'ai fait les calculs. Si on prend ses qualifications sur les 12 manches auxquelles il a pris part, il s'est qualifié, sa position moyenne sur la grille, c'est 10e. Ouais. C'est un petit peu compliqué quand on veut jouer le titre et voilà, et forcément, comme je l'ai dit, quand on veut gagner le titre, on peut pas se permettre de partir en moyenne à la 10e place. C'est vraiment ce qui va devoir améliorer cette année pour vraiment être dans le match. Mais Schwartzman a longtemps mené le championnat. Jusqu'à la mi-saison, il était vraiment devant. Il était devant Mick Schumacher, il était devant Calum Ilott. Et, euh, et voilà, en fin de saison, il a eu aussi un petit peu de malchance, il faut le dire. Ça fait partie des sports mécaniques, évidemment. Mais ça va être vraiment l'aspect sur lequel il va devoir progresser, c'est la qualification. De l'autre côté, du côté de la Ferrari Academy, on a aussi Marcus Armstrong, qui l'année dernière n'a pas fait une grande saison. On va pas se le cacher, au-delà du top 10, il fait 13ème du côté de Marcus Armstrong. Lui aussi, faut s'élever aujourd'hui et maintenant parce que après ça risque d'être compliqué. Exactement. Surtout après la saison qu'il a faite, Mm. j'ai fait 4 pages sur lui dans Auto Hebdo il y a, je crois, un mois à peu près, où voilà, où Mhm. on a parlé assez, enfin, où il s'est livré assez sincèrement. Où quand je lui ai dit comment tu analyses ta saison 2020, il m'a dit c'est un échec. Voilà, il n'a pas peur du mot et il dit clairement c'est un échec. Comment l'expliquer? Voilà, il était chez RT pour sa première année. Ça a pas, alors ça a bien fonctionné au tout début en Autriche. Ouais. D'ailleurs, voilà, il était presque pas loin de mener le championnat sans une défaillance de son moteur sur une des 2 courses en Autriche, alors qu'il était deuxième ou troisième à ce moment-là. En 4 Il aurait courses, il fait quand certainement même 2 été podiums. Ouais, en 4 courses, il fait 2 podiums. exactement. Et après, on l'a plus revu Mhm. du tout. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. C'est toujours compliqué. La perte de confiance Mhm. entraîne des mauvais résultats, qui entraînent une perte de confiance. Voilà. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il va se relancer chez Dams, qui est une équipe française. Moi, en fait, je trouve que c'est un peu le mariage parfait aujourd'hui parce que ils sont un petit peu dans la même, sur la même trajectoire. C'est-à-dire que ce soit Dams, l'écurie française, ou Marcus Armstrong, c'est donc une écurie et un pilote qui ont chacun de leur côté connu énormément de succès dans le passé. Donc Armstrong a fait vice-champion de F3, il a gagné la F4 italienne. Voilà, Dams a toujours joué aux avant-postes en F2, sauf l'année Mhm. dernière où ils ont terminé 8e équipe sur 11, qui est vraiment loin de leur standard habituel, ça peut arriver une année sans. Et donc en fait, les deux vont essayer de se relancer, les deux entités comptent l'une sur l'autre pour se relancer. Ça va être intéressant à voir. J'imagine pas Dams refaire la même saison, très honnêtement. Il y a un vrai Ouais. savoir-faire. Il y a des hommes en place qui ont une expérience, voilà, une grosse expérience avec François Sicard en chef de rang et vraiment j'imagine pas tous les deux refaire la même saison. Après pour Marcus, de là à aller se joindre à la bataille régulièrement à chaque course face à des Schwartzmann ou des Lundgaard Mhm. euh, qui ont un RT Prema derrière eux. J'aimais, en tout cas personnellement, c'est juste mon avis, mais un petit peu de réserve. Mais je pense que ça marchera beaucoup mieux pour lui cette année que l'année dernière. À voir à quel point ça va marcher ou pas. C'est vrai que Armstrong aussi, je suis du même avec toi. La saison qu'il a pu faire l'an dernier, j'étais quand même assez surpris. Je me suis dit, ah, on voit Armstrong, il va faire, il va faire des bonnes choses toute l'année. Et puis après, on l'a plus vu, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que c'était très étonnant de voir comment Armstrong n'a pas pu après reperformer. D'ailleurs, les amis, il y a toujours ce genre de choses-là dans le sport en général, et en particulier en Formule 1. Ça vous fait forcément écho à un pilote qui a pu avoir un manque de confiance lors du début de saison 2019. À savoir tout simplement Pierre Gasly, qui après a retrouvé de la confiance du côté de Toro Rosso, et on connaît la suite effectivement. Il y a un pilote effectivement dont aussi, alors j'ai omis de parler du côté de l'Alpine Academy, c'est Oscar Piastri. C'est vrai qu'Oscar Ouais. Piastri, toujours du côté de l'Alpine Academy, forcément après la saison qu'il a pu faire du côté de la F3 dès sa première année, tout comme Théo, bataille avec Théo Pourchaire pour le titre, c'est lui qui s'impose. En F2 aussi, il y a cette question d'adaptabilité, et avoir un Oscar Piastri qui a prouvé notamment en F3, et si et aussi tu peux en parler par rapport à de son background à Oscar Piastri, c'est vrai que lui aussi on peut peut-être le mettre à un niveau
au point de se dire c'est peut-être l'un des favoris pour le titre? Ouais, clairement, ça peut être un des favoris pour le titre. C'est toujours pareil, c'est toujours la question des redoublants. À partir du moment où il y a 3-4 redoublants qui sont vraiment très très costauds, c'est difficile de mettre des rookies, que ce soit Théo ou Oscar, au même niveau. Une chose est sûre, les deux seront peut-être au début juste très légèrement en dessous, mais connaissant l'intelligence de ces deux pilotes-là, je serais pas et le talent aussi, je serais pas surpris qu'ils viennent se mêler très rapidement à la bataille. Piastri, il a une qualité énorme qui scie parfaitement à la Formule 2. C'est quelqu'un de très réfléchi, très analytique. C'est quelqu'un qui va pas aller chercher des attaques ou faire des choses complètement loufoques par ego ou pour essayer de gratter une place à tout prix. C'est quelqu'un de très cérébral et c'est quelqu'un qui sait se satisfaire des fois d'une 4e ou d'une 5e place en tablant sur le long terme. Et on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure avec Mick Schumacher, que c'était la bonne stratégie en Formule 2. Voilà, c'est quelqu'un qui s'adapte vite aussi. Tu m'as parlé de son background. Il reste même sur 2 titres d'affilée puisqu'il a gagné la Formule Renault en 2019. Il arrive en F3, il gagne aussi. D'ailleurs, comme Mick Schumacher en F2 sans faire la moindre pole. C'est un peu le même profil quelque part, même si évidemment c'est 2 pilotes bien différents. Voilà, pas un nombre de victoires exorbitant, je crois 2 si je ne m'abuse, mais voilà, toujours là, toujours dans le top 10, toujours bien placé et au final, bah voilà, ça performe sur le long terme et je suis d'accord avec toi, il sera clairement dans la bataille, ça c'est clair et net. Je le mets en outsider très très sérieux, au même titre que Théo d'ailleurs. Oh, très 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 sérieux. Et là, l'une des grandes forces d'aujourd'hui d'Oscar Piastri, c'est qu'il est du côté de chez Prema. Et quand on est du côté de chez Prema, on a forcément une certaine aide derrière soi, qui est vraiment plus importante par rapport aux autres. D'ailleurs, pour expliquer généralement pourquoi Prema est plus forte que par exemple une équipe comme tout simplement Trident ou Campos par exemple. Ah, sujet pas facile. C'est vrai que ça revient souvent comme question. C'est une question qui revient souvent, que ce soit sur Twitch notamment. On me la pose souvent en live et j'y réponds aussi. Que ce soit sur Twitter aussi. Mais pourquoi qu'on nous dit qu'on a les châssis qui sont équivalents entre tout le monde et que finalement on a toujours les mêmes voitures qui sont devant? Est-ce que c'est une question aussi de talent du pilote ou est-ce que c'est aussi une question au niveau de moyens tout simplement? Ouais, alors déjà, il y a une question de moyens, c'est clair, parce que plus une équipe va mettre de moyens, et moyens, j'entends par là moyens humains, alors évidemment les moyens financiers viennent avec les moyens humains, mais plus plus les ingénieurs, plus ils vont être capables d'attirer les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mécaniciens, plus ils vont être capables de les garder, plus ils vont faire du bon boulot, plus ils vont collecter des datas, que ce soit à court, moyen ou à long terme. Aujourd'hui, une équipe comme Prema ou comme ART, quand ils arrivent sur une piste, en général, ils ont leur setup, leur réglage de base. Ouais. Quand ils arrivent, c'est quelque chose déjà de très cohérent qu'ils ajustent, en fonction de ce qu'ils voient dans les essais, tout ça, mais parce que ils ont collecté un nombre de data et voilà, ils ont un savoir-faire vraiment qui d'une saison sur l'autre qui leur permet d'être dans le vrai très très souvent. Alors, évidemment pas toujours, il y a toujours des marges d'erreur, il y a toujours des pistes sur lesquelles ça marche mieux que d'autres. Voilà, et il y a aussi une chose, ne l'oublions pas, c'est que ça reste d'abord des championnats de pilotes et que si Prema marche peut-être mieux, comme tu l'as dit, que Trident ou que Campos, c'est parce que grâce à tout ce dont je viens de parler, Prema arrive à attirer des pilotes, les meilleurs pilotes tout simplement, et c'est plus facile pour eux d'avoir des arguments pour dire voilà, Robert Schwartzman vient chez nous plutôt que Campos ou Trident, et donc forcément le fait d'avoir en plus les meilleurs pilotes, bah du coup ça ne peut que leur permettre de garder cette excellence là et voilà, si je devais expliquer de manière très simple comment expliquer certaines dominations et certaines choses comme ça et voilà, il y a des méthodologies de travail, des cultures et comme dans tout secteur, il y a des gens qui travaillent mieux que d'autres parce qu'ils ont plus ou moins de moyens
et voilà, tout simplement. La vulgarisation est maître à chaque fois, de toute façon, dans le sport automobile. Il suffit qu'ils soient un peu supérieurs et les bons pilotes vont être attirés, et donc il va y avoir un gap avec les autres, exactement, Plepin. Et c'est effectivement l'analyse de Jérémy, et effectivement. Quels autres pilotes, toi, on a parlé des équipes, tout simplement, pour cette saison, notamment les pilotes tu parlais effectivement de ces pilotes qui étaient redoublants, et qui avaient encore une fois, pas ne serait-ce, j'ai pas envie de dire une place pour la F1 bien sûr, mais qui auront réellement un rôle à jouer dans cette saison, qui pourraient même tout simplement jouer les troubles faits avec ceux qui prétendent justement à la Formule 1 très rapidement. Moi, il y en a deux que je mettrais presque au niveau de Schwartzman et Lundgaard si je devais donner mes favoris vraiment ultimes pour le titre. Le premier, c'est Felipe Drugovich. Alors, je pense que il y a peut-être pas grand monde qui le connaît réellement, mais Felipe Drugovich, c'est un Brésilien, comme son nom ne l'indique pas, qui est tout simplement donc était avec MP Motorsport l'année dernière, qui est pas forcément un top team, qui est pas le moins bon, mais qui est pas un top team, et qui a gagné 3 fois, donc juste une fois de moins que Robert Schwartzman. Il a fait des choses honnêtement assez extraordinaires alors qu'il était rookie. Il était chez Carlin la saison d'avant en F3, où il a terminé, je crois, 15e de mémoire, mais en tout cas, ouais, entre la 10e et la 20e place. Et Carlin, si Carlin marche bien en F2, en F3, c'est plus compliqué, donc ça explique aussi ce classement. Et Drugovich, c'est quelqu'un qui va très très vite sur un tour. Je parlais avec Louis Delétraz justement, qui est un ancien pilote de F2, donc qui vient de faire les 4 dernières saisons, et qui m'a dit on a tous été éblouis par les facultés de Drugovich sur un tour. Donc je pense que là, signant avec Univirtuosi, qui est un top team, pour rappel, en fait, il va prendre la place de Calum Ilott, justement. Ouais. Donc il aura le même matériel qu'Ilott l'année dernière, donc on a vu que c'était suffisant pour jouer devant. Je pense qu'il faudra compter sur lui, notamment en qualif. Donc voilà, la seule question ce sera sa première fois dans un top team. Est-ce qu'il va être capable d'avoir la régularité et l'aspect mental de gérer le fait de jouer le titre? Parce que quand on sait que son accession éventuelle à la F1 dépend de ce qu'on fait, faut quand même avoir le mental entre guillemets vraiment solide pour pas se disperser et rester vraiment concentré. Il a beaucoup d'expérience. Ouais, vas-y, ouais. Non, je t'en prie. Non, mais sinon, j'allais parler d'un autre pilote, mais vas-y, dis-moi. Ouais, juste pour dire, il dit qu'il a beaucoup d'expérience. Carlos dit qu'il a beaucoup d'expérience, Drugovich, effectivement. Drugovich, ouais, alors ça dépend en termes d'expérience. Déjà, il en a pris en Formule 2 l'année dernière, et c'est toujours pareil. Quand on a réussi à performer avec une équipe qui n'a pas énormément de moyens, ou en tout cas qui n'est pas habituée à jouer aux avant-postes, ça attire tout de suite l'œil des top teams, et c'est pour ça que Univirtuosi l'a choisi. Après, c'est quelqu'un qui a pas roulé énormément, honnêtement, en tout cas dans les championnats précédents. Je crois qu'il a fait un an ou deux maximum en Formule 4. Il a fait de la Formule 3 et il est rapidement arrivé en Formule 2. Donc voilà, moi je pense que ça peut être un sérieux candidat. Et il y en a un autre aussi celui-là qui est peut-être un petit peu plus personnel. Ouais. C'est vrai que quand j'en parle à différents acteurs de la Formule 2, on me dit oui, c'est sûr, mais est-ce qu'il va être capable de mettre tout bout à bout? C'est Daniel Ticktum. Daniel Ticktum, on le sait, c'est pas forcément. Voilà, c'est quelqu'un qui a un caractère assez, on va dire, bien trempé. C'est aussi ce qui fait que c'est un pilote qui est assez qu'on apprécie à voir en piste, et voilà, même s'il a certains excès, ça fait aussi partie du personnage, et voilà. Mais Ticktum, c'est quelqu'un qui a gagné 2 fois le Grand Prix de Macao. On sait à quel point c'est ultra difficile de gagner le Grand Prix de Macao. Ça m'avait impressionné d'ailleurs. Les Grands Prix à Macao, il m'avait énormément impressionné. Savoir réussir déjà ne serait-ce qu'à gagner le Grand Prix de Macao une fois, je trouve ça exceptionnel. Mais alors le faire 2 fois à Macao, c'est quand même la marque d'un pilote qui a beaucoup de talent. C'est clair, c'est clair. Même si sur une des 2 années, en fait, les deux qui étaient devant lui se sont harponnés, et en fait, il a pu cueillir. Mais il faut être là, encore une fois. Et voilà, pour ceux qui savent pas trop, Macao, c'est la Coupe du Monde de la F3. Et donc voilà, c'est sur le tracé mythique dans les rues de Macao. Et gagner là-bas, c'est jamais anodin. Donc
Donc voilà, et Tiktum surtout cette année en fait, il prend la place numériquement de Yuki Tsunoda chez Carlin. Et autant je disais que Carlin en F3 c'était un petit peu compliqué, autant en F2 pour moi c'est clairement une des meilleures équipes. Ils ont fait une fin de saison incroyable avec Tsunoda justement et Daruvala. Et je pense que ça va jouer devant. La seule crainte que j'ai ou la seule limite à ça, c'est est-ce que Dan Tiktum va être capable de se montrer régulier et surtout dans la tête. Je sais que du coup il était du côté de chez Dams l'année dernière. Je sais que le professionnalisme n'a pas toujours été entre guillemets sa qualité première. Je veux dire par là que aujourd'hui en Formule 2, si on veut vraiment jouer devant, il faut être investi à non pas à 100% comme c'est peut-être son cas, mais à 150 ou à 200%. Et de vraiment toujours en vouloir plus, aller à l'usine le maximum possible, de passer des heures dans le simulateur. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il va être capable de faire ça? Est-ce qu'il va avoir les nerfs suffisamment bien accrochés? Ça, on le verra, mais pour moi, faut pas l'oublier non plus. Il y a un pilote aussi qui revient en F2, qui n'était pas là l'an dernier, c'est Ralph Boschung. J'avoue avoir été très surpris de le revoir du côté de la F2 cette année. Qu'est-ce que ça veut dire un pilote qui revient en F2 après avoir déjà passé plusieurs années en F2? Écoute, moi, c'est un pilote que je connais pas énormément, mais Ralph Boschung, en général, quand on quitte la F2 et qu'on y revient, c'est surtout que on n'a pas forcément eu entre guillemets le budget nécessaire. On sait à quel point c'est des sommes exorbitantes pour rouler en F2. Voilà, sur ses premières saisons de F2, je sais plus combien il en a fait, 2 ou 3, je crois. Il a pas joué devant pour différentes raisons. Il n'était pas forcément dans les bons teams, mais voilà. Moi, je pense que malheureusement pour lui, je pense que ça va être compliqué de jouer devant cette année. Donc personnellement, je miserais pas forcément trop sur lui, mais on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer en Formule 2 dans des formules monotypes. On n'est pas à l'abri de surprises, mais en tout cas, il part pas dans le peloton de tête le peloton de tête des favoris. Ah, il sera du côté de chez Campos cette année. Dernier pilote aussi, il fallait dont on parle, parce qu'il fait partie du paysage de la Formule 1. Il a participé aux essais hivernaux du côté de chez Williams. C'est Roy Nissany, qui sera encore là du côté de la F2 l'an dernier. Roy Nissany qui a terminé assez loin, on va pas se le cacher, en F2 l'an dernier. Une 19e place. Il sera cette année du côté de chez Dams, aux côtés de Marcus Armstrong justement. Tu en parles avec Dams, qui avec Marcus Armstrong vont essayer de remonter au classement. Est-ce qu'avec Roy Nissany, on peut espérer aussi la même chose? Disons que je compterais plus sur Marcus Armstrong pour ça, non, l'avantage de Roy Nissany, c'est que quoi qu'on en dise, ça reste un pilote du coup qui a l'expérience de ce championnat et ça peut s'avérer être décisif pour Dams. Quand je discute avec les dirigeants de Dams l'année dernière, sans jeter la pierre à leurs pilotes, parce qu'ils considèrent avoir fait aussi des erreurs. Mais l'année dernière, ils avaient Daniel Tiktum et ils ont eu Sean Gelael qui s'est blessé rapidement, et donc il y a eu Yuri Vips qui connaissait pas. Donc en gros, ils se sont retrouvés avec 2 rookies. Donc c'était assez compliqué pour avoir des retours techniques, ce qui est absolument indispensable. On en parle en F1, mais c'est aussi indispensable en Formule 2. Donc voilà, là au moins, Dams aura l'avantage d'avoir un pilote comme Roy Nissany. Si Roy Nissany était un top pilote, il serait plus en Formule 2 aujourd'hui. Voilà, soyons clairs. Après, peut-être qu'à l'expérience, il peut, comme Latifi, sur sa 3e ou 4e année, Latifi a fait vice-champion. Voilà, honnêtement, je ne mettrai pas mon PEL dessus, mais c'est ton jamais, mais oui, clairement, ce sera une aide pour Dame. C'est la beauté du sport auto, tout peut arriver. Si vous avez des questions, les amis, là on va rentrer dans la phase un peu plus FAQ de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Si vous voulez tout savoir sur la F2, n'hésitez pas. C'est le moment. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de redoublants cette année, et donc beaucoup de pilotes qui jouent carrément leur potentiel futur carrière en Formule 1? C'est vrai que quand on analyse tout ça,
y a quand même beaucoup de pilotes dont Lundgaard. On a aussi peut-être un petit peu d'autres pilotes, par exemple Schwartzmann aussi, qui peut voir justement son avenir en Formule 1 se jouer aujourd'hui. On a Guan Yu Zhou aussi, mon micro est en train de se barrer, mais Guan Yu Zhou effectivement qui est aussi en train de jouer sa carrière en Formule 1. Quand on analyse quand même, ça fait quand même beaucoup de pilotes qui sont en train de se dire j'ai intérêt à faire une bonne saison, quitte même à être champion, parce que sinon, mon rêve, c'est dehors. Ah, mais ça, c'est clair et net. Et il y a Schwartzmann, il y a Lundgaard, il y a Drugovic, il y a Titum, il y a Zhou, il y a Daruvala, il y a Armstrong. Non, mais c'est clair que là, c'est vraiment, enfin, il va y en avoir beaucoup. Ça promet du coup une saison qui va être assez nerveuse, voilà, parce que ils vont tous se mettre couteau, comme on dit dans le jargon, et voilà, ils vont devoir performer, ils doivent délivrer cette année, ils n'ont pas le choix. La F1 est un monde voilà dans lequel les dirigeants, et ils ont raison, sont impatients. Ouais. Voilà, il faut performer maintenant, parce que si vous ne performez pas instantanément, d'autres s'en chargeront pour vous. Donc c'est clair, et c'est ce qui rend la tâche d'un Théo Pourchaire ou d'un Oscar Piastri ou même d'un Liam Lawson aussi plus compliqué quand on arrive comme ça de F3. Quand on arrive face à 7 ou 8 bons, voire très bons pilotes qui jouent clairement leur carrière en F1, bah c'est pas simple, quoi. L'expérience en moins, c'est pas simple, quoi. Il y a beaucoup de cracks pour potentiellement jusqu'à 2-3 places en Formule 1 pour 2022. C'est vrai que la question qui me vient en tête directement, c'est qui tu vois sur ce plateau pouvant prétendre à réellement une place en Formule 1, si effectivement des places se libèrent bien sûr, à une place en Formule 1 d'ici, allez, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être 2 ans au grand max. D'ici l'année prochaine, on en a parlé un peu, mais Robert Schwartzmann, Christian Lundgaard, ça c'est clair. Drugovic et Titum, ça va dépendre de leur saison, mais si Drugovic gagne, très clairement, il sera un prétendant. Il me semble qu'il a il a un bon soutien financier, il me semble, Drugovic aussi. Drugovic, je connais pas trop son background de ce point de vue-là, mais oui, en général, quand on peut signer chez Univirtuosi, bon, des fois des remises sont faites, mais logiquement, c'est que ça marche plutôt bien. Je pense pas qu'il ait des moyens extraordinaires, oui, sinon comme Mazepin, ouais. Voilà. Ouais. Mais oui, bien sûr que de ce point de vue-là, en tout cas, en termes de sponsor, il a de quoi se payer une deuxième saison en Formule 2, donc on n'est pas trop inquiet pour lui. Mais voilà, après, sur une échelle de 2 ans, oui, Oscar Piastri est un prétendant, Théo est un prétendant. J'ai même envie de mettre Juri Vips qui a connu une année blanche sans en être responsable l'année dernière. Il devait aller au Japon faire la Super Formula. Ouais. Sauf que malheureusement pour lui, les restrictions liées au Covid l'ont empêché de faire sa saison. Donc, il a fait quelques courses de formule régionale, il a fait 4 manches de F2 où il a d'ailleurs réussi à aller chercher un podium avec Dams. Voilà, c'est un pilote que beaucoup de gens aiment. Il a une fan base, on peut le voir sur Twitter, qui est vraiment très très grande pour un pilote dans les formules de promotion. Donc, il est estonien aussi. Il est estonien aussi. Il n'y a pas eu de pilotes du côté de l'Estonie qui ont beaucoup ressorti en monoplace du côté mondialement parlant. Donc ça, Juri Vips, un peu venant de ces pays-là, peut avoir une bonne fanbase. Non, t'as raison et voilà. Et pourquoi pas. Je l'exclus jamais. On n'en parle pas trop souvent, mais Liam Lawson aussi, c'est quelqu'un qui donc un protégé de Red Bull, qui a fait 5e du championnat l'année dernière pour sa 2e saison. C'était un peu décevant, mais voilà, il était chez Hightech, donc il a fait des essais en plus là en F2, des essais de pré-saison à Bahreïn, plutôt solides honnêtement. Donc voilà, tout ça c'est des profils qui sur le papier, on se dit que ça peut performer, ça peut éventuellement aller en F1. Après c'est toujours pareil, il faut démontrer en piste et ça recommence tous les ans, quoi. Et on oublie à chaque fois et on recommence. Et une saison, on l'a vu avec Armstrong, et une mauvaise saison et tout de suite, voilà, les analyses faites sur le talent du pilote en question sont revues à la baisse et c'est évidemment extrêmement difficile à gérer.
Les questions elles sont en train d'affluer justement, avec notamment Pleupard qui demande justement un point intéressant. Est-ce qu'il y a un pilote dans ceux qui sont cités qui a une grosse force financière derrière lui, sponsor aux fortunes familiales, à l'image par exemple d'un Nikita Mazepin? Roy Nissany, Ouais. déjà, on le voit, il privatise même quasiment les. On a vu qu'il a fait carrément la première journée chez Williams des Ouais. tests de pré-saison. Donc voilà, il y a évidemment ouais, Roy Nissany. Euh, je pense que Robert Schwartzman, qui est un pilote russe, il a le SMP Racing derrière lui. Mhm. Et J-Drive Donc aussi, il me voilà, semble. G-Drive aussi, oui, Ouais. exactement. Donc, donc voilà, de ce point de vue-là, ça peut le faire. Après, de mémoire, en tout cas, du côté des réels prétendants, je pense que c'est à peu près tout. Je Quelles pense sont que c'est les, à peu près. ouais, quelles sont les voies possibles, justement, encore des questions pour ces pilotes s'ils n'ont aucune place qui se libère pour eux dans les années à venir, notamment du côté de du côté de la Formule 1? Alors, il y a, par exemple, on va prendre, si on prend l'exemple de Calum Ilott cette année, Mhm. il sera donc pilote d'essai, je crois, pilote de réserve, non, pilote d'essai chez Ferrari. Mhm. Donc bon, voilà, ça permet de garder un pied en F1. Son objectif est d'attendre un an pour ensuite aller en Formule 1 en 2022, même si ça va être très compliqué. Et sinon, bah, il y a tout simplement l'endurance. Hein. Voilà, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de nouveautés, il y a un tournant à prendre. De ce point de vue-là, il y a, voilà, les catégories sont un petit peu remodelées et il y a pas mal de choses intéressantes à faire de ce point de vue-là. Il y a le GT. On a vu Nick De Vries, on en a parlé tout à l'heure et je voyais que ça en discutait dans les Mhm. commentaires. Mais voilà, Nick De Vries, champion sur sa troisième année, évidemment, c'est pas assez tôt pour la F1. Donc, il a fait la Formule E, qui est voilà, qui est un programme dans lequel les constructeurs sont quand même un minimum intéressés. Donc voilà, je dirais que en général, quand on discute avec tous les pilotes, leur désir numéro un, c'est d'être pilote de Formule 1. Mhm. Et si ça ne se réalise pas, leur deuxième objectif, c'est d'être pilote professionnel pour pouvoir vivre de leur métier et pour ne pas avoir à faire autre chose. Donc, donc voilà, il y a quand même quelques programmes, dont ceux que j'ai cités, qui le permettent. Sinon, il y a aussi l'IndyCar du côté des États-Unis, Ouais. même Mhm. si là, en général, c'est un petit peu plus compliqué parce que en général, c'est des anciens pilotes de F1, bah, comme Romain Grosjean cette année qui y accèdent, ou la Super Formula aussi. On a vu que Pierre Gasly y a été, que Dan Ticktum y a été, que Yuri Vips devait y aller. Donc voilà, tout ça, c'est des programmes qui annexes à la F1 qui permettent de rebondir. Bien sûr, faut penser à cet aspect où, en fait, ne pas aller en F1 n'est pas une finalité ou un échec en soi. Il y a d'autres disciplines qui sont magnifiques. Je pense, bien sûr, il y a des disciplines récentes qui sont sorties, tout simplement. Du style, par exemple, la Formule E. Quand on regarde la complexité de la Formule E, bah, ça en fait un sport, ça en fait une discipline ultra intéressante. Aujourd'hui, du côté du WEC, dans les championnats du monde de l'endurance, eh bien, vous avez tout simplement les nouvelles catégories avec les nouvelles hypercars hybrides. Et ça aussi, c'est beau et ça peut offrir de magnifiques opportunités, notamment pour ces jeunes pilotes qui sont là. On sait que Ferrari, notamment, va revenir du côté des 24 heures du Mans. On peut imaginer, par exemple, des pilotes comme Calum Ilott dans ce programme, inclus dans ce programme. Et il y avait une question, justement, à propos de la filière Ferrari. Est-ce que pour toi, tu disais que Robert Schwarzman pouvait aller du côté de la Formule 1 très très bientôt. Est-ce que tu penses qu'il peut même aller chez Ferrari assez rapidement? C'est toujours compliqué. Je pense que clairement, ce sera soit du côté de Haas, soit du côté d'Alpha Mhm. dans un premier temps s'il reste dans la filière Ferrari. Le souci, c'est qu'il y en a un autre qui est appelé à être en rouge de manière plus ou moins, on va dire à plus ou moins long terme, c'est Mick Schumacher. 2 ans Donc selon Binotto. Dans 2 ans, il sera là. voilà. Donc ça veut dire quoi? Que si déjà il y a Schumacher, qu'est-ce qu'on fait de Charles Leclerc? Ouais. Voilà. Et autant dire que vu le contrat enfin la durée de contrat de Charles Leclerc chez Ferrari, ils l'ont blindé et ils comptent sur lui à l'avenir. Voilà. Après, si Schwartzman va en F1 en 2022 et qui fait du meilleur travail que Schumacher, peut-être qu'au moment de faire un choix 1 ou 2 ans plus tard, voilà, peut-être que ça pourrait lui sourire. Aujourd'hui, je pense que malgré tout, pour tout, pour toute la dimension symbolique que ça soulève, je pense que Mick Schumacher est appelé
Ouais. à aller chez Ferrari un jour. Tu l'as dit toi-même, Binotto lui-même ne s'en cache pas. Donc, donc voilà, mais Schwartzman, ce que je peux dire quand même, c'est que Schwartzman est hautement considéré par Ferrari, ça c'est clair et net. Donc voilà, je pense qu'il aura sa chance, ou en tout cas sa chance de démontrer qu'il mérite d'y aller un jour, mais chaque chose en son temps. Il y a la F2 cette année et il va falloir performer pour déjà aller en F1. Ferrari, ce sera encore une autre histoire. Ce sera encore une autre histoire. Et c'est d'ailleurs le mot de la fin, parfaitement. C'est une autre histoire de toute façon, la F2. C'est lié étroitement à la F1. Et c'est toujours ça. C'est magnifique de voir cette Formule 2 toujours évoluer. On reprend une année et on recommence. C'est toujours ça. C'est la beauté de la Formule 2, Jérémy. Si tu peux juste Ouais. carrément, si tu peux juste me permettre un dernier point, voilà, comme tu l'as dit, je travaille du côté d'Auto Mhm. Hebdo et en fait, il y a tous les ans, évidemment, avant la reprise de la F1, on fait un guide, le guide de la F1 qui est souvent très très attendu et qui est très très acheté justement. Donc je voulais juste le montrer ici pour, voilà, je vois que dans les commentaires, tout le monde est Ouais. très intéressé par la F1 et par les formules de promotion. Le boulot qui a été fait par mes collègues, notamment Julien Billiot et Jean-Michel Desnoux, qui sont nos reporters F1, a été monstrueux. Et puisque notre magazine, mais aussi donne beaucoup de place justement à la formule de promotion, et j'ai cette chance-là, voilà, on a fait aussi un mini guide de la F2 Le et de la F3, trombinoscope. donc le trombinoscope avec Eh oui. voilà les chances de chacun voilà de marcher cette année. On en a un peu discuté, mais ça permet de tout avoir sur la même page. Et dans le prochain numéro, donc qui sort lundi en kiosque, mercredi en kiosque et lundi en ligne, je fais un petit tour d'horizon des 10 ou 11 favoris selon moi, avec une échelle de gradation pour la Formule 2 justement. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'intérêt dans les Mhm. commentaires et merci à tous pour vos questions, c'est top et merci à toi Alex d'avoir Bah, mis en avec un avant grand justement plaisir. Ça me tenait à cœur les Formule justement de 2. parler des formules de promotion et justement de le faire avec toi. Bon bah super, franchement c'est top. Donc n'hésitez pas voilà à aller acheter ce guide et voilà et pourquoi pas si ça vous intéresse à vous abonner, ce serait encore mieux et ça vous permettrait d'être super bien informé. Donc voilà, merci à toi encore Alex. Lisez la presse écrite, les amis. C'est vraiment un mot d'ordre, c'est presque un mot d'ordre parce que vraiment la presse écrite est de moins en moins lue et pourtant c'est justement là où on reçoit le plus d'informations et le plus de détails notamment. Et la presse écrite est vraiment vraiment un rôle important dans notre vie tout autant. Votre père, par exemple, votre maman, tout simplement, eh bien, il se s'informait tout simplement avec la presse écrite et c'est une institution en France, la presse écrite. Et je vous invite très sincèrement, les amis, à vous abonner du côté de chez Auto Hebdo parce que le travail est toujours exemplaire et d'une qualité tout simplement toujours excellente et c'est vrai qu'Auto Hebdo, moi je lis ça depuis très très longtemps donc c'est toujours un pur bonheur à chaque fois ces nouveaux guides de la F1. Alex, Ouais, si je peux le permettre, je vois qu'il y a beaucoup de demandes dans les commentaires pour faire la même chose sur la F3 ouais, bah qui justement, parle le mais donc là, tu vas pas avoir le choix, tu vas devoir recommencer, hein. et bah t'inquiète, bah, ce sera le même line-up, j'ai envie de dire pour la F3, si ça te dit. Écoute, avec grand plaisir, hein, Allez, c'est si ça te dit, avec plaisir. il y a comme pilote français l'année prochaine en F3, on a Clément Novalak et c'est tout. 4. 4 Ouais, pardon, non, excuse-moi. on a 4. Ouais. Non, mais pas de souci, t'inquiète pas. On a Clément Novalak qui était, donc, qui est franco-suisse. Parce que souvent, les gens sont un peu perdus avec Clément Novalak et je les comprends. Clément, il Ah est oui. né en France, il a un parent français, un parent suisse. Il a grandi en Suisse et il vit en Angleterre depuis 7 ans. Mhm. Donc il roulait sous licence britannique parce qu'il a fait ses classes en kart et en monoplace là-bas. Mais cette année, justement, il va prendre la licence française parce qu'il se sent véritablement français. Et voilà, il a dit si je gagne des courses, je veux que ce soit la Marseillaise. Donc Clément sera bien français cette Ouais. année. Il y a Victor Martins qui sera en Ah oui, bien F3 sûr. aussi, TNP Motorsport. Il y a Pierre-Louis Chauvet qu'on a vu briller du côté Oui. de l'Asie cet hiver sur l'Asian F3. Pierre-Louis, donc il fait vice-champion d'Asian F3 en se battant avec Zhou, dont on a Mhm. parlé aujourd'hui, qui a été champion en battant Daruvala, en battant Nissany, qui sont des pilotes de Formule 2. Donc voilà, et il y a aussi le petit Rechad de Gérus, voilà, qui a été vice-champion de F4 France en 2018 ou 2019, je sais plus, 2019, derrière Adrien David et voilà qui sera dans une équipe de moindre importance, mais voilà qui est quand même un Frenchie en course, donc on en aura 4. Et sachant qu'il y avait que Théo l'année dernière en F3, ça fait plaisir de voir que voilà des pilotes comme Novalak et Martins
ambitionne clairement le titre. Et puis voilà, Pierre-Louis Sauvé a beaucoup de talent et sera simplement dans une équipe qui devrait moins lui permettre de jouer aux avant-postes. Mais il y a pas mal de coups d'éclat à faire et je suis sûr qu'il en sera capable. Clairement, clairement. Et d'ailleurs, il y avait un pilote justement, je sais pas si vous vous souvenez, lors du premier confinement, les amis, pour ceux qui étaient là, on avait joué notamment effectivement avec Théo Pourchère pendant longtemps, pendant le confinement, et on avait joué effectivement Isaac Adjar, effectivement, qui venait très souvent sur les lives. Isaac Adjar, ces dernières semaines, il a très très bien performé. Ah, c'est clair. Alors déjà, et pour sa grande première, donc Isaac, pour rappeler quand même pour les gens, il a fait 2 ans de F4 France. Ouais. Il a fait 3e l'année dernière, mais face à 2 expérimentés japonais, donc Ren Sato et Ayumu Iwasa. Et en fait, il a surpris tout le monde en F3 Asie justement, donc parce que en fait, il a joué tout de suite devant justement avec des pilotes de F2, ouais. Comme on disait, Zhou. Voilà, il a tout de suite joué devant. Il a pas gagné de course, mais il a fait un très grand nombre de podiums. Et Isaac donc va rouler avec RSGP en formule régionale by Alpine, qui est on va dire la fusion de la formule Renault et de la formule régionale. Ça fait un peu mal à la tête. Mais voilà. Et en fait, donc là, il y a eu les 2 premières journées de test et il joue déjà devant avec des pilotes comme Adrien David, un autre Français, un autre très bon Français. Qui lui effectue sa 2e année, donc la relève tricolore est pas mal. Après évidemment faut confirmer, hein, comme on le dit à chaque fois, le talent ne fait pas tout, mais le sport auto français a de belles années devant lui. Donc, ça c'est clair. On a effectivement une très très belle génération qui arrive du côté du sport auto français, et ça nous fait plaisir quand on sait qu'on a connu quand même des belles années de disette au niveau des performances françaises en monoplace, et notamment du côté de la Formule 1. Merci Jérémy, et la première chose que j'ai envie de te dire, déjà merci beaucoup, c'était vraiment un pur plaisir de faire ce live preview F2, ça me tenait à cœur effectivement, parce qu'on parle souvent de F1, et il fallait aussi qu'on parle de F2, parce que la F2 revient aussi du côté de Bahreïn, pas ce week-end là, mais l'autre justement, tout en même temps que la Formule 1, et on se donne rendez-vous pour la F3, la preview F3. On prend le rendez-vous? Écoute, avec grand plaisir, hein, si tout le monde est intéressé, c'est avec plaisir. Tout le monde est intéressé. Merci à tous pour les commentaires et pour les questions et pour la bienveillance. Oui, et merci à toi aussi pour la passion, et merci à vous les amis pour cette passion. La prochaine rendez-vous justement pour parler de F3, et ce sera un peu avant peut-être le début du mois de mai. Début mai. Okay. Allez, début mai, on se dit ça pour une preview. Justement, les amis, pour la F3. Merci d'avoir regardé ce live, les amis, concernant la Formule 2. Regardez la Formule 2 et pas seulement la Formule 1, parce que cette saison, tu l'as très bien dit Jérémy, elle sera nerveuse et assez passionnante pour plusieurs raisons. Et on encourage bien sûr Théo Pourchère pour cette toute nouvelle saison, et on lui donne toute notre force. Salut à tous les amis, merci Jérémy, salut Jérémy. Salut. Et on se dit à très vite, et on se dit à demain pour Drive to Survive, le débrief les amis. Ciao ciao.